Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité à School TV Le Mag. Nouvelle session d'infos, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants et à chaque fois une mise en lumière des initiatives, qu'elles soient sur le plan local ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Le sommaire de ce nouveau mag, le mag qui vous emmène cette fois-ci à la découverte de l'IPEA, l'Institut du psychotraumatisme de l'enfant et de l'adolescent. Quelles sont ses missions, éléments de réponse avec nos invités dans un instant. Comment se passe la prise en charge d'un enfant qui souffre de ces traumas? Comment est-elle évaluée, accompagnée, protection de l'enfance? Où en est-on en France et que dit la recherche? On verra ça aussi dans un instant. Et puis Alix nous parle de clown et de rap. Oui, du clown triste, plus exactement. C'est un rappeur, ancien enfant, gosse de la DAS, comme il le dit lui-même, qui s'exprime à travers la musique. On en reparle dans l'Express Oral dans une dizaine de minutes. C'est parti. Et l'expression orale, c'est avec Amandine Pain. Bonjour Amandine. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de School TV Le Mag. Vous êtes psychologue, coordinatrice à l'IPEA depuis son ouverture ? Oui, c'est ça. Avril 2022, si je ne m'abuse. Bonjour Vincent Poitvin. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de l'Institut, qui a Exactement. ouvert ses portes donc en avril 2022. Avec quels résultats, avec un petit peu de recul, même si c'est un tout jeune institut, ça fait quoi, 1 an et demi ? C'est ça, tout à fait. Ce dont on peut se féliciter, c'est que sur l'ensemble des activités, parce que du coup, en fait, on a 4 grands types d'activités que l'on mène aussi au sein de l'Institut. Donc, c'est aussi ça notre plus-value. Ce dont on est content, c'est qu'on arrive à faire fonctionner ces 4 grandes activités ensemble avec des professionnels qui ont des profils extrêmement variés. Ouais. Et donc, sur chacune, en fait, chacun des plans d'activité, on a déjà en fait réussi à produire un certain nombre de choses sur déjà donc l'accompagnement des enfants en soins. Là actuellement, donc on a une trentaine d'enfants donc qui sont sortis de soins depuis qu'on a ouvert, une centaine d'enfants qui sont actuellement en soins actifs. Sur la partie formation, c'est à peu près de 400 personnes que l'on a formées. Donc formation des professionnels ? Exactement. Donc des professionnels qui sont notamment en contact avec les enfants issus de la protection de l'enfance. L'idée étant que ces formations-là soient ouvertes au plus grand nombre, d'avoir un vocable commun sur ce que c'est le psychotraumatisme, d'améliorer aussi la détection. Plus vite on détecte, mieux on détecte, plus vite en fait on peut prendre en charge et donc de voir les symptômes, les troubles de ces enfants en tout cas contenus voire réduits. Amandine, qui sont ces enfants que vous avez justement à l'Institut? Ce sont des enfants placés? Oui. De quel traumatisme parle-t-on? On parle d'enfants confrontés à un ou plusieurs événements violents qui peuvent être une rencontre avec la mort, une rencontre avec des agressions sexuelles, le harcèlement scolaire, avec l'idée qu'il y a une tonalité brutale et soudaine. Voilà. Et donc, c'est des enfants qui sont confrontés à la violence, soit depuis leur naissance, soit au cours de leur enfance, et qui sont protégés par l'aide sociale à l'enfance. D'accord. Et qui nous sont ensuite adressés. Qui vous sont ensuite adressés. Justement, comment on vous les adresse? Alors, l'Institut, je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, est né de la volonté de 2 départements notamment, les Yvelines et les Hauts-de-Seine, Oui. tout avec Versailles. Exact. Alors, donc effectivement, donc ce sont vraiment donc ces 2 collectivités. Ce qu'il faut savoir, c'est que les départements ont dans leur mission principale la protection de l'enfance. Ce qui a été constaté, c'est que effectivement, la prise en charge éducative, les départements savent faire, la prise en charge, je dirais, du quotidien. Voilà, les départements savent faire au quitidien, et il y avait quelque chose sur lequel il fallait pouvoir avancer, en tout cas être un peu plus aller un peu plus en avant, Ouais. était justement la prise en charge de la santé mentale. Et donc, pour ce faire, du coup, il y a eu des échanges qui ont été faits avec le Centre hospitalier de Versailles, qui a été fortement à l'initiative de ce projet-là. Mais l'idée étant de venir en complément de l'offre de soins existante, de ne pas créer une filière parallèle. Oui. Donc, c'est ça aussi qui a conduit la naissance de l'Institut. Amandine, on sait que la santé mentale, c'est pas un secret, c'est le parent pauvre de la médecine en France. En quoi, justement, cet institut, votre institut, l'IPEA, justement, comble ce manque? Alors effectivement, la santé mentale, c'est le parent pauvre. La pédopsychiatrie, c'est encore une histoire complexe en France actuellement. L'IPEA permet de s'adapter aux enfants de l'aide sociale à l'enfance, là où les CMP ne peuvent pas se permettre en termes de temps, en termes de professionnels. Les Donc, CNP? Les CMP, les centres médico-psychologiques enfants.
Donc nous, on a une équipe pluridisciplinaire avec des professionnels qui sont formés spécifiquement Ouais. Aux prises en charge du trauma. Donc on a des professionnels qui sont formés à l'EMDR, à l'hypnose, à la victimologie et à la traumatologie. Et on a également la possibilité de faire des créneaux plus longs. Donc on a plus le temps pour voir les enfants. C'est quoi des créneaux plus longs? Des temps de rendez-vous. Ouais. Mais c'est-à-dire, ça dure combien de temps au final? À peu près, alors ça dépend de l'âge de l'enfant, ça Ouais. dépend de là où en est l'enfant, mais on peut se permettre de Vous voir avez ce l'enfant luxe-là, quoi. Ouais. entre une demi-heure, 1 heure. D'accord, parce que d'habitude, c'est... D'habitude, après, il n'y a pas vraiment d'habitude, mais en général, les CMP peuvent dégager une demi-heure. Et nous, on se permet de prendre le temps aussi d'appeler les professionnels par derrière. On appelle les familles, on appelle les partenaires de soins, ce qui nous permet d'être proactifs. Au final, ça manquait de suivi, si je vous suis bien tous les deux. Ça manquait de suivi. Il manquait un organisme comme le vôtre qui coordonnait un petit peu toutes ces informations, c'est ça? Il manquait à la Sans fois jeter des la pierre à espaces qui que de ce soit, soins, hein, oui, mais c'est ouais. pas il manquait, je pense, des espaces de soins qui s'adaptent aux enfants de l'ASE et pas l'inverse. D'accord. Ce qu'on peut compléter, effectivement, c'est que, du coup, voilà, on voit qu'il y a une myriade, effectivement, de professionnels qui interviennent autour de l'enfant. Donc, nous, on n'intervient aussi que sur une partie bien spécifique. Donc, là où vraiment on a une attache particulière, c'est vraiment de se mettre en lien avec toutes les personnes qui gravitent autour de l'enfant. Donc, c'est là où on va favoriser un peu le continuum du parcours de soins de l'enfant sur le domaine de la santé psychique. Parce que finalement, l'enfant, une fois qu'il est sorti de l'institut, il n'est pas laissé à lui-même. C'est-à-dire que du coup, il est orienté vers un réseau d'adresseurs. Lorsqu'il est chez nous, c'est pareil, on est en lien, on est vraiment en contact avec les caregivers, toutes les personnes qui entourent l'enfant. Il n'est pas seul, il est autour d'éducateurs, dans sa famille. Et donc, là où on intervient, c'est aussi dans cet intérêt-là, dans ces interactions. C'est quelque chose de très systémique, finalement. Amandine nous a parlé tout à l'heure des origines, effectivement, de ces traumas, de ces psychotraumas. Ils ont quelles conséquences si on ne fait rien? Effectivement, être victime d'un psychotraumatisme quand on est adulte, c'est compliqué. Mais quand on est enfant, c'est d'autant plus compliqué parce qu'on est dans une période de développement où on acquiert ses représentations du monde, où on acquiert sa capacité à faire confiance. Et que la blessure traumatique, elle vient teinter nos relations au monde extérieur de façon négative, c'est-à-dire que le monde ne peut plus être un monde où je me sens en sécurité. L'autre n'est plus forcément quelqu'un à qui je vais m'adresser en toute confiance. Et quand on se construit avec ces idées-là, et ça vient teinter notre manière de rencontrer le monde. Vous avez quels outils justement pour créer ce lien? J'imagine qu'il faut créer une relation, un lien, les mettre en confiance, vous l'avez dit. Oui. C'est quelque chose qui peut prendre du temps. C'est quelque chose qui peut prendre du temps. Il faut prendre ce temps-là parce que tant qu'on ne prend pas ce temps-là, la parole ne peut pas se faire. Donc il faut respecter ce tempo-là. L'idée dans notre équipe, c'est qu'on n'a pas que des psychologues, on a des infirmières, des éducatrices spécialisées, des secrétaires médicales, et que finalement, quand on fait des entretiens, c'est pas des entretiens psychothérapeutiques classiques, mais c'est des entretiens pluridisciplinaires avec des Scooby-Doo, avec des jeux de société, avec des éducateurs ou des infirmières qui vont avoir un regard autre que celui du psychologue. Et donc, on vient s'adresser à l'enfant dans sa globalité et pas que dans sa vie psychique. Alix. Et dans quelle mesure vous adaptez à chaque enfant? Dans quelle mesure on s'adapte à chaque enfant? On s'adapte, c'est une rencontre, donc on prend le temps de comprendre où il en est à la fois dans son parcours de vie, dans son parcours à l'aide sociale à l'enfance. Il y a des enfants qui n'ont pas en tête exactement où ils vont vivre dans 2 semaines. Et donc, il faut prendre le temps. Il y a des besoins fondamentaux qui sont être nourri, être en sécurité, savoir où on dort. Et les besoins psychiques peuvent passer au second plan. Il faut accepter qu'il y a un temps pour tout, en fait. Donc les leviers ne sont, pas forcément les mêmes d'un enfant à un autre, et c'est vraiment du sur-mesure. C'est de la dentelle. C'est de la dentelle du sur-mesure. Comment vous définirez, vous, les missions principales, effectivement, de l'Institut?
Les missions principales. Alors donc du coup, Jacques, on est vraiment très complémentaires et ce qui est intéressant, c'est vraiment tout ce travail en réseau. Donc on va dire qu'on peut être initiateur voilà, pour développer ce réseau-là, à la fois, donc du coup, sur le soin. On voit qu'on ne peut pas faire les choses tout seul. Clairement, ce n'est pas possible. C'est valable aussi pour la recherche. C'est-à-dire que, du coup, donc, notre équipe de recherche est toujours en lien avec l'INSERM, avec l'ENS. On a des partenaires très forts. Pareil, on a plusieurs têtes, on est toujours plus intelligent. Et surtout, ça permet, toujours pareil, d'avoir, comme sur l'équipe de soins, l'équipe de recherche, a une vocation à mutualiser un certain nombre de pratiques différentes, d'origine, en tout cas scientifique différente. Sur la formation, du coup, l'idée est la même aussi, c'est de pouvoir ouvrir au maximum, de toucher le plus de personnes possible. Donc c'est vrai que de définir vraiment voilà, ce que c'est nos missions, c'est vrai que nos missions, on est vraiment très large. Donc c'est vraiment la prise en charge de la santé mentale, je dirais, des enfants. Donc axé plus sur le psychotrauma, évidemment. On ouvre quand même un peu cet éventail-là pour être ouvert aussi à l'extérieur. Amandine, vous qualifieriez-vous comment ce lieu d'un nouveau genre, au final? C'est pas un hôpital de jour. C'est pas un service ambulatoire non plus. Ouais, c'est un sacré défi parce que c'est la fonction publique hospitalière qui rencontre la fonction publique territoriale. Et donc, c'est finalement les enfants de l'aide sociale à l'enfance qui sont au premier plan. Et c'est vrai que ça n'existe pas ailleurs. C'est assez inédit, ça peut servir d'exemple. Vous avez déjà reçu des coups de fil, vous? On a déjà eu effectivement des demandes d'autres départements, effectivement, pour savoir comment est organisé. Donc voilà, pour l'instant, on reste quand même une toute jeune structure. Oui, 1 an et demi, on l'a dit, mais visiblement, ce que vous mettez en place, c'est ce qui était prévu, que vous avez déjà des résultats, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ce que disait Amandine, on est une entité assez originale, dans le sens où voilà, on fait causer, on met ensemble des acteurs qui d'habitude travaillent non pas séparément, peut-être plutôt côte à côte, on va dire. Mais là, ils travaillent vraiment au sein de la même structure, au travers d'un même objectif. Et c'est ça qui fait un peu notre intérêt et notre force. Plus, voilà, cet côté complémentaire, on n'est pas que sur le soin, avec d'autres activités, ce qui vient enrichir notamment les compétences et la dynamique qui peut être portée au sein de l'Institut. Et le fait qu'on a aussi des professionnels qui sont aussi sur le terrain. On a des psychologues qui font de l'évaluation, donc dans le cadre des bilans de santé des enfants qui sont placés donc, à l'aide sociale à l'enfance. Et donc, voilà, donc on a ces échanges-là qui se font. Et donc, quand on a des professionnels qui sont aussi sur le terrain, ça facilite aussi cette détection-là et les remontées auprès du... Le recrutement des professionnels, c'est un casse-tête ou pas? On en parle souvent. Oui, c'est un casse-tête, oui. C'est un casse-tête, ça reste encore trop compliqué. Pourquoi? Parce que ce sont des métiers passion, des métiers sacrificiels, si je puis dire. Oui, Quel et est votre quotidien? C'est un peu du 24 sur 24. On a cette exigence, on voudrait des professionnels qui soient formés spécifiquement à cette pratique, de la prise en soin du psychotrauma, à penser l'enfant aussi. On ne fait pas tous la même chose, mais l'idée, c'est qu'on trouve des psychologues pas que, des infirmiers, des éducateurs, qui aient cette double casquette de la compréhension d'un enfant en développement et de la blessure traumatique. Et justement, à cet effet, vous proposez des formations? Oui, alors du coup, c'est vrai que les professionnels qui exercent chez nous, on s'efforce au maximum de pouvoir effectivement qu'ils puissent être formés aussi, soit à des nouvelles thérapies, soit pour maintenir un niveau à jour de connaissances. Ah, c'est plus des mises à jour chez des professionnels déjà existants dans la structure? C'est ça. En fait, c'est que du coup, on va avoir deux choses. On a à la fois nos professionnels parce qu'on veut qu'ils soient aussi toujours aussi à jour des connaissances. La science évolue là-dedans. On a encore beaucoup de points d'interrogation, d'où aussi l'intérêt du pôle de recherche chez nous. Et donc l'intérêt aussi de la mise en pratique. Donc c'est aussi cette confrontation-là entre ce qui est identifié et ce qui est vraiment pratiqué. Et après, il y a des méthodes aussi, donc ce que disait Amandine, en termes d'hypnose, en termes de MDR, sur lesquelles on peut aussi donc, du coup, accompagner nos professionnels. Mais vous, en tant que professionnel, vous avez le temps et vous devez trouver le temps de participer justement à ces recherches. Oui. C'est le but, c'est ça? Oui, on s'est organisé des temps dédiés à la formation. D'accord. L'idée, c'est que les enfants, ils passent à peu près 1 heure par semaine avec nous. Et donc, ils passent beaucoup de temps avec les professionnels des établissements
dans les foyers. Et donc, si ces professionnels, ces éducateurs, ces directeurs sont formés à comprendre ce qui se passe chez un enfant qui est aux prises du psychotraumatisme, lui, c'est la continuité des soins, en fait. C'est-à-dire que lui, il le voit au quotidien, et donc c'est important qu'il ait les outils pour comprendre ce qui se passe chez l'enfant. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a déjà progressé en l'espace d'1 an et demi au sein de l'IPEA avec justement ce pôle de recherche? Le fait d'être au quotidien, comme ça, avec les enfants, de les avoir sur un temps peut-être aussi plus long? Je crois qu'on reste modeste. Il faut toujours, bien sûr. Ouais, mais... ouais. Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, il y a des enfants qui n'avaient pas accès aux soins et qui ont accès aux soins de qualité. La loupe d'Alix Nguyen. Alix, aujourd'hui, tu nous parles d'un clown. Le clown triste, un ancien enfant placé qui relate son histoire à travers le rap. Oui, et derrière le masque de ce clown triste se cache un anonyme d'une trentaine d'années pour qui l'écriture est un exutoire. Il utilise le pouvoir du rap pour mettre en lumière les expériences des enfants placés, qu'il appelle aussi les gosses de la DAS. Il s'est confié au Huffington Post, à qui il raconte qu'il est né dans un climat familial violent. Parmi ses souvenirs, il évoque le frigo vide, sa cachette sous l'évier de la cuisine et les interventions fréquentes de la police ou des pompiers à son domicile. Jusqu'à ses 18 ans, son adolescence sera faite de séjours successifs en famille d'accueil, de fugues, de passages en foyer et même de périodes passées dans la rue. Il raconte notamment la séparation avec son petit frère placé dans d'autres familles, mais il évoque aussi les moments de bonheur quand à l'âge de 10 ans, on le place dans une famille qui lui propose enfin un vrai cadre, des vacances au ski, un vrai Noël et des cadeaux d'anniversaire, une première dans sa vie. Mais cette période heureuse coïncide aussi avec de nouveaux épisodes malheureux en dehors de la maison, notamment des épisodes de discrimination où il est traité de sale arabe sans trop comprendre pourquoi, puisqu'il n'a alors plus de lien avec son père et sa famille. Plus tabou encore, il dévoile les violences subies dans les maisons d'enfants à caractère social, où il subit certaines méthodes d'éducateurs. Aujourd'hui, il est évident que la reconstruction est un véritable calvaire, un calvaire dont il parle dans ses chansons. On écoute un extrait de Déséquilibre où il partage son parcours. Même si elle n'a pas materné ses fils et que ses fils sont devenus des hyènes, au départ ils devaient devenir des lions. On grandit qu'avec le goût de la haine, on grandit qu'avec le goût du sang, on grandit qu'avec le coup du sort. L'amour, le vrai ou un coup d'un soir, être Harry Potter ou Tom Jedusor, être français ou trop marocain, être un poisson rouge ou être un requin. J'ai trop de questions, tout est incertain, je suis en déséquilibre et j'en suis certain. Si difficile soit-elle, son histoire, il le sait, est malheureusement partagée par de nombreux enfants placés en France. Et c'est précisément ce qui le pousse à prendre le micro. La musique est devenue son exutoire, sa planche de salut, une force qui lui a sauvé la vie. Le clown triste fait part de son sentiment d'abandon. La France ne protège-t-elle pas assez les enfants placés ? Je pense que du coup, en tout cas, je ne pourrais pas dire au nom de l'État français ce qui est fait ou pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les professionnels qui interviennent auprès des enfants confiés à l'enfance font en tout cas du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Voilà, ce sont des métiers où du coup, s'il n'y en a pas un engagement, en tout cas, une conviction sur le fait que le fait de pouvoir leur venir en aide ne leur permet pas ensuite d'avoir une vie, on l'espère, la plus normale possible. Voilà, ces professionnels ne feraient pas ce métier-là. Donc, moi, je pense que du coup, en tout cas, sur ces professionnels de l'aide sociale à l'enfance, ils travaillent le plus sérieusement possible et avec Là, on ne le l'envie. voit pas, mais il parle aussi d'une certaine juge à qui, visiblement, il a l'air de lui en vouloir, en tout cas. Là, je ne pourrais pas vous dire comment cela se passe au sein des tribunaux. C'est vrai qu'on est plus éloigné. En fait, on est quand même. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Institut se place quand même beaucoup sur l'aspect du soin. Donc, il est en lien avec la protection de l'enfance, évidemment. Mais ensuite, du coup, on prend en compte dans nos prises en charge cet environnement-là. Mais l'idée de l'Institut, justement, de les protéger aussi de ces ensembles-là. Là, l'idée vraiment aussi de l'Institut, c'est de créer du lien avec l'enfant, justement. Donc, sur des enfants qui ont pu être aussi avoir une confiance envers l'adulte qui a pu parfois être écornée. L'idée, c'est un peu de retrouver un peu cette confiance-là. Amandine, à quoi peut ressembler un accompagnement thérapeutique au sein de l'IPEA ? Par une première période
qu'on qualifie d'évaluation, mais c'est aussi une rencontre. C'est aussi la prise de toutes les informations qui entourent l'enfant. Donc, on va pouvoir rencontrer ses parents si ça s'y prête. On va pouvoir rencontrer la personne que l'enfant va nommer, s'il nomme une marraine, s'il nomme une grand-mère. Et à partir du moment où il les nomme, on les met dans la boucle, on essaie de les... Pas si simple, mais il faut qu'il n'y ait pas d'interdiction de la loi. Donc on travaille main dans la main avec les référents de l'aide sociale à l'enfance qui vont nous donner tous ces indices-là. Et donc une fois que cette période de rencontre, d'évaluation est faite, on va proposer un projet de soins qui pourra être discuté au fur et à mesure, mais on va s'engager avec l'enfant va s'engager avec nous, et on va évoluer vers des objectifs thérapeutiques. Un projet de soins, du coup, ça peut durer combien de temps? Ça ressemble à quoi? À raison de combien de fois par semaine? Sachant que j'ai bien conscience que chaque cas est différent. Exactement, chaque enfant va avoir son tempo et son rythme, mais on est un institut, on a une autorisation de soins d'1 année. Donc ça encadre aussi notre réflexion. À l'intérieur de ça, on fait ce qui nous semble pertinent en fonction de l'enfant. Vincent, est-ce que l'Institut, qui est encore une fois tout jeune, avril 2022, ça fait 1 an et demi, n'est pas débordé, si je puis dire, par son succès? Car on sait, et on a dit que la santé mentale et les psychotraumas, c'est le parent pauvre de la médecine. C'est la même chose pour la pédopsie. Dans quelle mesure vous n'êtes pas débordé au vu des demandes? Comment tout ça est cadré? Débordé, on vous envoie les enfants au compte-gouttes? Comment ça se passe? Alors, débordé, le terme serait trop fort. D'accord. Voilà, on a, comme tous les services de pédopsychiatrie, donc du coup... une forte demande quand même, j'imagine. Voilà. Mais qui reste quand même qui reste assez contenu. Oui. On étudie aussi quand même, malgré tout, vraiment de manière très précise les dossiers qui nous sont soumis. Et notamment, il n'y a pas d'idée de ranking premier arrivé, premier servi. Il y a quand même une étude, une attention quand même qui est liée aux difficultés que l'enfant peut rencontrer. On est toujours dans cette logique de dire que il faut prendre en charge le plus tôt possible un psychotrauma parce que derrière, on atténue en tout cas ces effets, ces symptômes le plus rapidement possible. Donc c'est quand même quelque chose sur lequel l'équipe de soins s'attache. C'est des choix cornéliens un petit peu quand même, j'imagine. Alors, pour éviter qu'ils soient cornéliens, on les a définis et on s'y tient. C'est-à-dire qu'on a des critères basés sur des manuels diagnostiques et on a des règles d'adressage et des critères. Dans quel état d'esprit sont les travailleurs sociaux qui sont à vos côtés? Puisqu'on a dit que c'est un métier de dévotion, si je puis dire. C'est un peu du 24, du 7 sur 7 et du 24 sur 24. Est-ce que parfois on n'a pas envie de baisser les bras? Même si, encore une fois, j'ai quand même le sentiment qu'au sein de l'IPEA, on a de bonnes conditions. Au sein de l'IPEA, on a des bonnes conditions. On fait attention à les garder. Sur les espaces de formation, on rencontre des professionnels de l'aide sociale à l'enfance qui effectivement racontent en quoi ils sont heureux du travail qu'ils font et aussi les difficultés. Donc, à partir du moment où on en parle, on partage aussi leur réalité. On est des collègues. Est-ce qu'il est compliqué d'organiser un parcours de soins à proximité de l'Institut? Est-ce qu'il est compliqué effectivement de une réorientation? Ouais. Parce qu'on l'a dit que vous êtes en gros sur les Hauts-de-Seine et les Yvelines, surtout si j'ai bien compris, toutes les ailes de l'Institut sont sur les Yvelines, et que s'il y a un enfant qui vient d'assez loin, j'imagine que c'est compliqué. Est-ce que vous avez d'ailleurs des enfants qui viennent d'autres régions, qu'on vous envoie quand il y a des cas vraiment urgents? On a des enfants qui habitent dans les 2 départements, mais les 2 départements, c'est déjà beaucoup, c'est déjà loin. Donc on a des enfants qui peuvent faire 1 heure de route. Au bout des Yvelines, tu es déjà en Normandie, et Hauts-de-Seine aussi, mais bref. On n'a pas de passe-droit pour les CMP, on n'a pas de facilité de réorientation, on fait avec ce qu'il y a. X. Il y a combien de compétences différentes exactement au cœur de l'IPEA? Alors, en termes de compétences, c'est réparti j'imagine. Alors, je dirais que du coup, on a énormément de compétences. On est une petite structure, donc on a à la fois des compétences administratives pour faire fonctionner le tout. Est-ce que vous êtes combien en tout et pour tout? On est une 40aine de professionnels.
Donc on a une quarantaine de professionnels administratifs. On a des personnes qui sont plutôt axées sur la communication et la formation. Donc on a une responsable de formation et une chargée de formation qui s'occupe du coup d'organiser, de mettre en œuvre tout ce parcours de formation avec l'idée d'avoir une démarche Calliope, donc d'ouvrir nos formations à d'autres partenaires d'ici à la fin de l'année. Notamment, je pense à l'Éducation nationale, à la gendarmerie, donc finalement des professionnels qui peuvent être en lien eux aussi avec des enfants. On va avoir également des psychologues, donc ça forcément, mais avec du coup des spécialités différentes. Donc là encore, ils viennent se compléter les uns aux autres. Des éducatrices, infirmières, secrétaire médical. Donc on a vraiment une mini structure vraiment très polyvalente. Quels sont les outils que vous avez à votre disposition justement pour tous ces parcours de soins? Vous avez parlé tout à l'heure notamment de l'hypnose. On a vu bien sûr le rap, la musique. Et surtout, est-ce que l'approche, qui est sur mesure, je l'ai bien compris, est individuelle, est-ce qu'elle peut être aussi collective parfois? Est-ce qu'on arrive à faire des petits groupes aussi parfois pour avancer ou pas dans un premier temps? Donc, je vous ai parlé de l'hypnose, on a donc aussi le MDR, et donc on a des entretiens qu'on fait parfois en binôme, parfois à deux, et on a le projet, alors ça c'est pas encore en route, mais de faire des groupes thérapeutiques, donc avec des médiations. C'est compliqué à faire ça? C'est pas si compliqué, il faut prendre le temps, il faut bien peser le pour et le contre en avant. Mais non, c'est des outils qui se font dans les hôpitaux de jour, dans les CMP. Et c'est pas inintéressant que des enfants puissent parler entre eux de... L'effet groupe est salutaire aussi pour les enfants. Vincent, quels sont les prochains objectifs? Les prochains objectifs, c'est dur à dire ça. Les prochains objectifs pour 2024-2025. Est-ce qu'on a déjà couché ces objectifs sur le papier, sachant que cette première année et demie semble bien se mettre en place? Oui, on a des idées évidemment pour continuer, pour développer notre activité. Tout d'abord, donc les formations, comme je vous le disais, effectivement, de pouvoir ouvrir à d'autres professionnels que ceux stricto sensus de la protection de l'enfance, pour lesquels on a formé surtout sur les 2 départements, donc Yvelinois et Alto-Sécané. Donc ça, c'est une première chose pour la fin de l'année. On continue toujours les projets de recherche, donc avec des liens avec l'INSERM et l'ENS. Donc ça, là, je dirais, c'est des choses qui continuent d'avancer. Ensuite, ce sont plutôt de travailler avec notamment le département des Hauts-de-Seine sur l'ouverture d'antennes dans ce département-là. Donc c'est pareil, c'est du 2024-2025, pour toujours dans une logique de rapprocher les patients du futur patient de l'offre de soins. Amandine? Effectivement, sur les Hauts-de-Seine, qui est ce maillage également dans la Haute-Seine. Oui, un maillage plus en lien aussi avec la pédopsychiatrie, qui sont nos partenaires de soins, et plus à l'endroit de la réalité d'un enfant qui n'a pas envie de faire 2 heures de route le mercredi. Bien évidemment. Merci à tous les deux. Merci d'être venus nous parler de l'IPE, à Vincent Poitvin, qui est directeur adjoint de cet institut, et Amandine Pin, qui est psychologue coordinatrice à l'IPEA depuis avril 2022. On espère vous revoir très bientôt pour faire un nouveau point d'étape sur cet institut, en espérant que justement il y ait d'autres ailes qui voit le jour, j'ai trouvé mon mot, qui voit le jour effectivement pour cette année 2024, à commencer par les Hauts-de-Seine. Un grand merci Alix, on se retrouve demain. À demain. Pour un nouveau numéro de School TV de Mag. Ciao.